Des dizaines de vaisseaux spatiaux et des centaines de sondes décollent de la Terre et se dirigent vers la sœur jumelle de notre planète, Vénus. Elle est de taille similaire à la Terre et pèse environ 80% de la masse de notre planète. Les températures y sont trop élevées pour les humains et on n'y trouve pas l'air que nous avons l'habitude de respirer. Mais nous y sommes allés car les scientifiques ont récemment trouvé des traces de phosphine, ce qui suggère que la vie pourrait s'y trouver. La phosphine est un gaz provenant de divers microbes et bactéries. L'humanité fait donc ce voyage pour découvrir cette potentielle forme de vie. Avec notre technologie, un vol vers Vénus prendrait entre 3 mois et demi et 6 mois et demi. Mais nous y sommes finalement arrivés. Des vaisseaux spatiaux atterrissent sur la planète. Et lorsque les premiers humains arrivent à la surface, ils voient des déserts brûlés par la chaleur, des lacs de lave et des geysers d'acide toxique. Et c'est tout. Les scientifiques ont mal calculé les données du radiotélescope. La phosphine n'a jamais existé sur Vénus. Alors on retourne aux fusées et on se prépare pour un plus long voyage à travers notre galaxie. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir pas moins de 36 civilisations similaires à la nôtre dans la Voie lactée. Elles pourraient abriter des organismes vivants complètement différents de nous, qui auraient des corps ou des yeux différents des nôtres et qui pourraient marcher et parler d'une manière très différente de la nôtre. Mais une civilisation avancée a plusieurs critères, des progrès technologiques et l'utilisation d'une communication développée entre les individus. Ces civilisations doivent donc explorer l'espace, construire des villes et être capables de communiquer entre elles en tant qu'espèces indépendantes. Observons notre galaxie et tentons d'identifier ces mondes civilisés. La Voie lactée est une spirale de 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Si une étoile naît à l'une de ses extrémités lors d'une explosion surpuissante, la lumière de cet événement n'atteindra l'autre extrémité que 100 000 ans plus tard. Il y a environ 100 milliards d'étoiles et près de chacune d'elles, il y a peut-être des mondes similaires à notre système solaire. Essayons de trouver ces mondes habitables à l'aide de filtres géants. Tout d'abord, cherchons des étoiles contenant beaucoup de fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite pour le développement de la vie. Et le fer présent dans le système stellaire aidera à former les noyaux des planètes qui accueilleront une autre civilisation. En passant la Voie lactée au filtre, on peut voir qu'il y a trop d'étoiles qui correspondent à cette description. C'est pourquoi nous avons besoin d'un autre filtre. Maintenant, trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil dans cet amas. L'étoile doit être environ 100 fois plus grande que la Terre et 333 000 fois plus lourde. Un critère important est l'âge de l'étoile. Lorsqu'une étoile vieillit, elle commence à se dilater et se transforme en géante rouge. À ce moment-là, elle peut absorber les planètes qui l'entourent. La vie d'une telle étoile peut se terminer par une énorme explosion qui détruit tout ce qui l'entoure. L'étoile que nous recherchons doit donc être relativement jeune. Utilisons à nouveau notre filtre. Il y a moins d'étoiles, mais encore beaucoup quand même. Maintenant, concentrons-nous sur les planètes. Elles doivent se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Pas trop près d'une étoile, car la température serait alors trop élevée pour que la vie puisse naître. Mais pas trop loin non plus, sinon la planète ne serait alors qu'un bloc de glace sur lequel rien ne vit. La température de la planète doit permettre à l'eau de rester liquide. Un autre critère est l'âge de la planète candidate. Il faut du temps pour qu'une civilisation avancée se développe. D'après l'expérience de la Terre, les scientifiques pensent qu'il faut au moins 4,5 milliards d'années pour qu'une forme de vie évolue jusqu'au niveau humain. Nous recherchons donc des planètes similaires à la Terre ou plus anciennes. Nous utilisons notre filtre une dernière fois et voilà, nous avons 36 mondes où une civilisation avancée est possible. Les scientifiques ont mené cette étude et l'ont publiée en avril 2020 en se basant sur ces mêmes critères. Il ne reste plus qu'à découvrir ces civilisations et à établir le premier contact. Nous pouvons détecter une telle civilisation en analysant les ondes radio qui en proviennent. Supposons qu'il y ait une planète A sur laquelle se trouvent des organismes vivants primitifs. Des millions d'années d'évolution et ils deviendront une civilisation avec une technologie avancée. Les ondes radio seront leur moyen de communication. Ensuite, la planète entière émettra des ondes radio comme une étoile émet de la lumière. Et ici, sur Terre, nous pouvons capter ce signal avec des antennes pointées vers l'espace. Mais il y a un problème avec la distance entre les planètes. Mettons que la planète A se trouve à 1000 années-lumière de la Terre. Lorsque la planète A commence à émettre des ondes radio, ces signaux ne nous parviendront que 10 siècles plus tard. Nous avons appris à émettre et à recevoir des ondes radio en 1895. Et si la civilisation de la planète A a émis un signal radio au même moment, nous ne pourrons pas capter ce signal avant 2895.
Il en sera de même sur la planète A. Nous avons envoyé un message sous forme de signal radio dans l'espace en 1974. Dans ce signal, nous avons encodé notre système de chiffres, l'ADN humain et des informations sur notre système solaire. S'il y a une civilisation avancée sur la planète A, elle ne pourra recevoir ce signal qu'en 2974. Et nous devrons attendre un autre millénaire pour obtenir une réponse de leur part. Un autre problème avec les ondes radio est qu'elles ne ressemblent pas à une lueur constante sur la planète, mais à une éruption. Les ondes radio ne sont utilisées qu'à un certain stade de la civilisation. Au début, c'est la principale méthode de communication, mais ensuite, nous commençons à utiliser les téléphones portables, la télévision par câble et la fibre optique. Et à mesure que la technologie progresse, la lumière des ondes radio commence à s'estomper. Il ne nous reste donc qu'environ 100 ans d'utilisation active de la radio par la civilisation pour la trouver. Un jour, nous avons capté un étrange signal radio d'origine inconnue. Ses caractéristiques suggéraient que ce signal avait été créé artificiellement, peut-être par une civilisation de l'espace ou un vaisseau spatial de passage. D'autres recherches sur ce signal n'ont donné aucun résultat, ce qui a donné lieu à de nombreux débats et théories sur ce qu'il était vraiment. Il aurait pu s'agir d'un signal provenant de la Terre et réfléchi par un satellite volant dans le ciel. Ou cela aurait pu être les traces d'une comète située à quelques années-lumière. Mais supposons que c'était une civilisation de l'espace, l'une de ces 36 qui existent probablement. Maintenant, nous devons entrer en contact avec elle. Nous jetons donc nos bagages dans une fusée et partons en direction de la planète supposée. Nos fusées peuvent voler à 28 300 km/h. Cela signifie qu'une fusée pourrait traverser la largeur des États-Unis en seulement 8 minutes. Mais même si une civilisation avancée vivait près de notre étoile la plus proche, Proxima Centauri, il nous faudrait environ 73 000 ans pour y arriver. Et même à la vitesse de la lumière, cela prendrait 4,2 années. Nous devons donc d'abord résoudre le problème des voyages interstellaires. Nos scientifiques prévoient d'atteindre environ un quart de la vitesse de la lumière au moyen d'un laser. Un puissant rayon provenant de la Terre poussera une sonde microscopique dans la bonne direction. Cette sonde pourrait atteindre notre destination en 17 ans environ. Et dans 4 autres années, lorsque le signal qu'elle émettra atteindra la Terre, nous saurons s'il y a une civilisation avancée. Une autre possibilité pour voyager plus vite que la lumière est la métrique d'Alcubierre. Le vaisseau spatial devrait comprimer l'espace devant lui et l'étirer derrière sa queue. Nous pourrions alors atteindre n'importe quel point de l'univers en quelques secondes, littéralement. Mais un tel voyage reste un fantasme pour nous. Nous pouvons peut-être nous rendre dans différents coins de l'univers grâce à des trous de verre. Ce sont des raccourcis semblables à des tunnels. Mais il y a un problème. Ces trous de verre pourraient se trouver à l'intérieur de trous noirs. Ce sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si denses que même la lumière ne peut pas s'échapper de leur piège. Nos vaisseaux spatiaux ne supporteraient pas non plus la tension. Il existe aussi une théorie selon laquelle la Terre est unique car elle est née dans des circonstances totalement accidentelles. Il y a 4,5 milliards d'années, notre planète était un bloc de lave qui commençait à refroidir et à se solidifier. Mais sa tranquillité a été rompue par le passage d'un astéroïde de la taille d'une planète entière. La collision s'est produite à un angle tel que la Terre n'a pas été complètement détruite, mais une partie de l'astéroïde est restée dans notre orbite. Ce rocher lourd, près de notre planète, a stabilisé la rotation de la Terre, et l'interaction gravitationnelle avec le débris géant a provoqué le réchauffement de notre noyau. De plus, l'astéroïde a apporté beaucoup d'eau sur Terre. Une telle collision est extrêmement improbable, aussi improbable que de gagner à la loterie plusieurs fois de suite. À ce jour, nous n'avons aucune raison de croire que la vie dans l'espace existe, tout comme nous n'avons aucune raison de croire qu'il n'y a pas d'autres civilisations avancées dans l'univers. Ah, la Terre, le 3e rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau.
La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ?
Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. Ton appareil photo et toi avez été littéralement partout sur la Terre, au sommet du mont Everest et au fond de la fosse des Mariannes. Tu as vu le Nil, les chutes du Niagara, le désert du Sahara, le Grand Canyon et une centaine d'autres endroits magnifiques. À chaque voyage, tu as rapporté des photos à couper le souffle. Ton album est déjà aussi épais qu'une encyclopédie et il est temps de découvrir un tout nouveau monde. Alors allons faire un voyage sur Mars. Tu es assis dans une rutilante fusée ultra moderne. Le compte à rebours est lancé en vue du décollage. Cela peut sembler être un événement important, mais désormais, avec la technologie moderne, c'est pratiquement comme un trajet en bus. En quelques heures seulement, tu te retrouves à la surface de la planète rouge. Il est temps de se diriger vers la première destination touristique de Mars, Olympus Mons. Il est de la taille de l'État d'Arizona et mesure 25 km de haut. C'est 3 fois la taille du mont Everest. Et c'est la plus haute montagne de tout notre système solaire. En fait, c'est même plus qu'une montagne, c'est un volcan géant. Cette gigantesque montagne s'est formée lorsque des torrents de lave sont montés à la surface, ont dévalé les pentes du volcan et se sont lentement refroidis. Les couches de sol les plus fraîches ont environ 2 millions d'années. Les scientifiques n'excluent donc pas la possibilité que ce volcan se réveille un jour. Espérons que tu ne seras pas trop près quand il entrera en éruption. Il y a des statues de divinités grecques partout. On trouve notamment Apollon, Athéna et Artémis. Et là, c'est Zeus et Poséidon. Dans les mythes antiques, ces divinités vivaient sur le mont Olympe, en Grèce. Elles ne sont pas naturelles, bien sûr. On a construit ces monuments pour attirer plus de touristes. Il y a même de nombreux stands de souvenirs où tu peux acheter un t-shirt avec un motif de foudre en l'honneur de Zeus. Tu prends ta première photo sur Mars et tu passes à l'endroit suivant. C'est un complexe de 12 volcans géants. Certains d'entre eux atteignent presque la hauteur de l'Olympe. C'est comme si tu empilais 60 Empire State Building les uns sur les autres. Ils sont si grands parce que la gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur Terre. Il n'y a pas autant de force qui les tire vers le bas, donc ils peuvent s'étirer beaucoup plus haut que tout ce que l'on peut trouver sur Terre. Tu te sens plus léger que jamais et tu peux soulever des objets 3 fois plus lourds que sur Terre. Il est facile de comprendre pourquoi les volcans sont si grands quand tu prends une impulsion et que tu bondis à 2 mètres dans les airs.
Ces volcans sont en éruption depuis près de 2 milliards d'années. C'est presque la moitié de l'âge de notre planète. C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle ils sont devenus si grands. Clique, la photo est faite et tu montes dans le rover pour aller explorer le prochain site digne d'intérêt. Valles Marineris, c'est le plus grand canyon de la planète. Il est plus long que la distance entre New York et Miami, et il est 4 fois plus grand que le Grand Canyon. On ne sait pas exactement comment il est apparu, mais la théorie la plus crédible suggère que c'est à cause de la lave qui a poussé la croûte vers le haut en se déplaçant sous terre. Avec le temps, ces vallées se sont transformées en un énorme canyon, baptisé Valles Marineris. Le prochain arrêt est Cydonia, avec son rocher géant à visage humain. En 1976, on a pu observer des photos de la surface de Mars et on y a clairement identifié une tête humaine. Les gens ont immédiatement émis 1000 théories sur la façon dont elle aurait pu apparaître ici. Mais toutes ces amusantes spéculations ont pris fin lorsque de nouvelles photos ont été prises en 2011. Ces photos plus claires ont montré que les yeux, le nez et la bouche n'étaient que des ombres qui ne pouvaient pas être distinguées nettement sur l'image originale de mauvaise qualité. En fait, ce n'est qu'une colline, beaucoup moins excitante vue de près. N'oublie pas ta veste chaude pour la prochaine étape, il s'agit du pôle Nord. Assure-toi aussi de bien tenir ton appareil photo, il y a beaucoup de vent par ici. La glace que tu vois est du dioxyde de carbone, qui a cet aspect à cause des températures extrêmement basses. Il peut faire jusqu'à moins 143 degrés Celsius ici. Ce froid et le champ magnétique du pôle sont responsables des vents forts qui soufflent sur toute la planète. Il y a même des geysers au pôle sud. Au printemps, quand il fait plus doux, des jets de dioxyde de carbone se précipitent à la surface, emportant avec eux la poussière et le sable. Vite, prends une photo. Selon diverses études, il y aurait un lac souterrain aussi large que la baie du Delaware, à 1 km sous une épaisse couche de glace. Passons au cratère de Gale. C'est là que le rover Curiosity a atterri en 2012. Et voici sa réplique. Ce petit bonhomme étudie la surface de Mars depuis des années et y a trouvé des traces d'eau évaporée. Cela signifie que Mars pourrait avoir abrité la vie dans le passé. Le rover a également trouvé de nombreuses traces de molécules organiques ainsi que du méthane gazeux. Il pourrait provenir de microbes et d'autres êtres vivants, mais on n'en sait pas encore assez pour l'affirmer avec certitude. L'existence de vie sur Mars n'a pas encore été confirmée, mais il est excitant de penser qu'il y a pu y avoir de vrais martiens vivants à un moment donné. Tu prends un selfie comme si tu tenais Curiosity au bout de ton bras. Super, le taxi martien est déjà là pour toi et tu te diriges vers Medusae Phossae. Beaucoup de gens pensent que ce pourrait être un site de crash extraterrestre à cause de l'apparence étrange de ces roches. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Les scientifiques suggèrent que des volcans sont en éruption ici depuis des années. La lave s'est refroidie pour former des roches et les vents forts leur ont donné des formes étranges. Tout ce dépôt volcanique couvre une surface équivalente à la taille d'un cinquième des États-Unis. Et voici un endroit qui a rendu les géologues nerveux et les a même un peu effrayés. Le cratère de Hell et les lignes de ses pentes. Des études ont montré que cet endroit s'humidifiait, ce qui signifie que de l'eau pourrait y circuler. Mais on a ensuite déterminé qu'il s'agissait de ruisseaux de sable sec. Les scientifiques craignent que cet endroit puisse abriter des microbes extraterrestres. Donc, il ne faut pas s'en approcher de trop près. Un autre endroit mystérieux pour les touristes sur Mars sont les dunes fantômes. Dans les temps anciens de cette planète, il y avait des dunes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais elles étaient alors recouvertes par l'eau ou la lave. Leurs bases sont préservées, mais leurs sommets ont été effacés. Les zones couvertes de ces dunes peuvent encore abriter des microbes. Ils sont protégés du vent et du rayonnement solaire et peuvent encore être préservés. Le contact avec eux peut être dangereux pour l'homme, alors prends ta photo de loin. Le prochain arrêt est sur le satellite de Mars, Phobos. Il y a une foule de gens réunis ici. Et c'est alors que tu le vois, le monolithe de Phobos. C'est un rocher massif, aussi haut qu'un immeuble de 30 étages. On a découvert cet objet grâce à des photos prises depuis la Terre. Le monolithe projette une grande ombre et a donné naissance à de nombreuses théories. Par exemple, certains prétendent qu'il a été construit par une ancienne civilisation ou qu'il a été laissé ici par des extraterrestres. Il pourrait même avoir été un phare. Tous ces gens sont venus ici pour éprouver cette théorie par eux-mêmes, mais de près, il ne ressemble à rien d'autre qu'un vulgaire rocher. Encore une photo, et tu dois te dépêcher de remonter dans le bus qui t'emmène sur le satellite de Jupiter, Io. Il faut rester dans des capsules spéciales qui volent au-dessus de la surface. Et quand tu vois ces volcans en éruption constante, tu comprends pourquoi. La gravité de Jupiter comprime les entrailles d'Io.
Elle se réchauffe et remonte à la surface, entrant en éruption au niveau des nombreux volcans qui jalonnent le satellite. Ils éjectent tellement de matière qu'Io change complètement d'aspect tous les 2 ou 3 millénaires. Maintenant, allumons les hyperpropulseurs et dirigeons-nous vers l'espace. C'est là, dans l'obscurité totale, que se trouve la sonde Voyager. Elle a été lancée en 1977 et est toujours en activité. C'est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir quitté les frontières de notre système solaire et c'est le vaisseau spatial le plus éloigné qui soit. Voyager transporte un disque d'or avec un message pour les civilisations extraterrestres. Ce disque étonnant contient des images de paysages, d'habitants et d'animaux de la Terre, ainsi que divers sons et musiques. Malheureusement, il lui faudra plusieurs milliers d'années pour atteindre le système stellaire le plus proche, donc il est peu probable que nous ayons des nouvelles des extraterrestres de sitôt. Tu prends des selfies et tu passes à l'étape suivante de la visite. Ici, à 1000 années-lumière de la Terre, se trouve un trou noir. C'est l'objet le plus mystérieux et le plus lourd de l'univers. Il pèse autant que le Soleil, mais il est beaucoup plus petit. Il est si lourd qu'il attire absolument tout, même la lumière. Le trou noir n'est donc pas vraiment noir, il n'a pas de couleur du tout. On ne peut l'observer que de très loin car il courbe l'espace-temps. Plus tu t'en rapproches, plus le temps passe lentement. Si tu voulais voler juste une seconde plus près de lui, des semaines ou même des mois s'écouleraient sur Terre pendant ce temps. Suivant la tradition, tu jettes une pièce de monnaie dans le trou noir et tu continues ton voyage à travers le cosmos lointain. Sur le chemin du retour, tu dois t'arrêter à un endroit emblématique de la Lune. Ici, dans la mer de la Tranquillité, il y a un parc d'attractions entier près du site d'alunissage d'Apollo 11. C'est là que le premier humain a posé le pied sur la surface de la Lune. La première empreinte de botte de Neil Armstrong est toujours là, comme preuve à la surface. Elle a été faite en 1969, mais elle est restée identique depuis toutes ces années.